La Russie transfère discrètement l'orientation extérieure de son commerce vers le troc avec des entreprises chinoises. Désormais, les Russes se commercent avec les Chinois précisément selon un système de troc. Non pas avec de l'argent, mais bien marchandise contre marchandise. Ce n'est pas une curiosité des années 90, mais une réaction aux menaces de sanctions secondaires américaines visant banques et assureurs maintenant le Kremlin, connectés aux règlements mondiaux. Pourquoi est-ce important ? La Maison-Blanche coordonne actuellement avec les Européens un nouveau levier sur les exportations de pétrole et produits pétroliers russes. Et Pékin, parallèlement, resserre les vannes de la conformité dans ses banques d'État. Certaines continuent de travailler avec les Russes, d'autres sont tout de même obligées de refuser. Résultat de l'accord, troc, pétrole contre équipement, charbon contre électronique, etc. C'est la nouvelle physiologie de l'économie de guerre de Moscou, et cela concerne directement l'Ukraine. Plus la chaîne est longue et coûteuse, moins le Kremlin dispose d'argent liquide pour les missiles et les drones. Dans cet épisode, nous allons comprendre pourquoi Moscou est obligé de passer au troc, de payer non plus avec de l'argent, mais par exemple avec du grain pour de l'équipement. Pourquoi est-ce un retour aux années 90 sous leur pire aspect et quelles menaces cela pose-t-il pour l'économie russe ? Je m'appelle Alexei Petchi. Avant de commencer, je rappelle que chaque jour, cette chaîne YouTube publie plusieurs reportages d'actualité et d'analyse sur les événements mondiaux. Pour que vous soyez au courant de toutes les actualités, je vous recommande donc de vous abonner à cette chaîne YouTube et je vous demande de mettre un like à cette vidéo. Alors, maintenant, mettons les choses au clair. Les banques d'État chinoises ne veulent pas tomber sous le coup des sanctions américaines. Elles réduisent actuellement les paiements directs aux clients russes, ralentissent les lettres de crédit, exigent d'ainsi dire des certificats dont le flux gris ne peut tout simplement pas disposer physiquement. Les entreprises dépassent dans ce qu'on appelle la deuxième ligne. Ce sont des banques régionales, des plateformes de paiement dites non bancaires. Là, les limites de règlement sont faibles, les commissions, bien sûr, sont plus élevées, et l'argent reste bloqué pendant des semaines. En fait, vous savez, si on fait une analogie, ce sont ces petites sociétés qui accordent des crédits rapides à des taux d'intérêt tout simplement énormes. Ici aussi, il y a des banques régionales et des plateformes de paiement non bancaires où il est beaucoup plus difficile d'effectuer ces paiements, mais elles sont prêtes à payer pour le risque. Et donc, pour ne pas dépendre de ce goulot d'étranglement, un schéma apparaît. La partie russe donne à la Chine des matières premières. Il s'agit du pétrole, du charbon, de ces fameux métaux de terres rares. Et tout cela est donné en paiement, en échange de futures livraisons de machines-outils, de roulements, d'électronique, de pièces automobiles, d'électronique grand public, et ainsi de suite. La Chine finance l'équipement par son propre crédit à l'exportation, et le règlement se fait par des marchandises. L'argent circule à peine. Officiellement, c'est une compensation mutuelle, mais en fait, c'est un prêt à long terme garanti par des matières premières avec remise. Donc dites-le encore une fois en termes simples. La Russie est-elle tombée si bas qu'elle cède simplement ses ressources, pétrole, charbon, métal, gaz et tout le reste, aux Chinois avec une remise ? Et elle demande « S'il vous plaît, nous allons tout vous donner maintenant, nous vous le donnons simplement. Et plus tard, vendez-nous, s'il vous plaît, Thomann, des voitures, de l'électronique, des machines pour les usines, quelques roulements à billes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. » Qu'est-ce que cela apporte concrètement au Kremlin ? D'abord, cela contourne le dollar, essentiel pour les Américains. Ensuite, cela réduit la traçabilité des paiements en yuan. Moins il y a de paiements interbancaires, moins il y a de raisons de cibler un compte. Troisièmement, cela permet de maintenir le flux de métal pour l'industrie de la défense. Machines-outils, commandes numériques par ordinateur et électronique pour drone. Sans énerver les géants chinois de la liste des entreprises trop grandes pour prendre des risques, mais le prix à payer ici est évident. Les remises qu'on typera sur les matières des premières sur qu'on est plus élevé, la logistique est plus longue, l'assurance est plus chère et surtout, le chiffre d'affaires sur Trollwatom se transforme en une sorte de troc où il n'y a pas de liquidité réelle. Maintenant, parlons de l'économie de la transaction. Lorsque vous ne payez pas en argent, mais en pétrole, vous jouez automatiquement selon les règles comptables des autres. La décote sur le pétrole Ural s'accentue. Les navires attendent en file pour le transbordement dans les baies sombres, les baies de l'ombre. L'assurance ne provient que de quelques compagnies asiatiques peu connues, avec, excusez-moi, des polices trouées. Et cela signifie encore une baisse du prix. Autrement dit, tout cela se fait de la manière la plus grise possible. Du côté de l'équipement, au contraire, il y a une prime de risque et pour l'itinéraire gris, encore une fois, via des pays tiers. Au final, on obtient ce qu'on appelle des ciseaux.
On vous paie moins pour la matière première et pour le métal que vous recevrez en retour, vous payez plus cher. C'est précisément la taxe sur le contournement des sanctions incluses dans ce troc. La politique, c'est un sujet à part et douloureux. Moscou essaie de vendre l'histoire de la dédollarisation, c'est-à-dire le refus du dollar américain, comme une grande victoire. Mais à l'intérieur de l'accord, c'est tout le contraire. Vous devenez l'otage d'un seul acheteur et d'un seul fournisseur. Pékin le comprend parfaitement et en profite. En public, les responsables chinois répètent le mantra habituel sur l'illégitimité des sanctions américaines unilatérales et sur le commerce non politisé. Mais en pratique, les Chinois se comportent de manière encore plus rusée. Les banques d'État s'auto-sanctionnent. Les États-Unis n'ont pas encore imposé de sanctions contre elles, qu'elles se sont déjà ajoutées à cette liste d'elles-mêmes. Et ils disent aux Russes « Désolé, nous n'aurons pas de relations directes avec vous ». Les grands logisticiens placent la Russie dans les zones rouges. Les compagnies d'assurance modifiant les règles pour les Russes, afin de leur soutirer un plus d'argent. Le jeu n'est donc pas équitable, Pékin veut en garder le contrôle du bouton marche-arrêt. Il régule combien de ressources naturelles il est prêt à prendre aux Russes et combien de machines il est finalement prêt à vendre. Ou tout autre métal, à n'importe quel prix, etc. Le Kremlin ne fait que demander. Il n'a aucun levier, il ne peut que supplier et implorer les Chinois. En ce qui concerne la sécurité et la réalité technique, les machines-outils, les roulements, l'électronique, la chimie, etc., ce ne sont pas simplement, vous savez, comme on dit, des accessoires pour l'économie. C'est le cœur de la défense russe. Missiles, artillerie, drones, carburant. Les chaînes de troc brisent toute prévisibilité des livraisons. N'importe quel contrôle dans un port chinois, n'importe quelle vigilance d'une banque régionale, et le lot est simplement bloqué pour au moins un mois. C'est une opportunité pour la défense anti-aérienne ukrainienne quand le matériel russe n'arrive pas à temps au front. Pour la Russie, cela implique du stress en usine, une gestion manuelle, retirer du matériel civil pour l'armée, cannibaliser les anciens équipements, etc. J'ajouterai une couche logistique supplémentaire. Les itinéraires traversent entre le Kazakhstan, la Mongolie, l'Extrême-Orient, les ports de la mer Jaune et de Chine orientale, les Émirats arabes unis et la Turquie, servant de plaques tournantes pour dissimuler l'origine des marchandises. Chaque étape implique son propre intermédiaire, son propre certificat de blanchiment, sa propre commission. Chaque frappe des États-Unis contre l'un de ces hubs dans cette grande chaîne rend le schéma 5 à 10% plus cher à chaque étape. Et ce n'est pas une théorie. Parce que dès que les Américains annoncent des mesures secondaires contre les assureurs et les ports, la grille tarifaire bouge du jour au lendemain. Tout augmente soudainement pour les Russes. Qu'est-ce que cela implique pour l'Ukraine ? Plus Moscou dépend du troc, moins son budget est flexible. On ne peut pas remplacer les impôts en espèces par des barils de pétrole. Salaires, prestations sociales et achats de composants importés exigent de l'argent, pas des biens en nature. Ce sont les Chinois qui sont prêts à acheter ces biens en nature pour presque rien. Ces déficits augmentent et la tentation d'imprimer plus de roubles grandit. Et cela entraîne l'inflation, la baisse des revenus réels. Parallèlement, cela frappe aussi le portefeuille militaire, car le cash net provenant de l'exportation du pétrole diminue. La flotte de l'ombre coûte plus cher et les risques, en conséquence, sont plus élevés. Si les États-Unis et l'Union européenne font pression sur les traders et banquiers chinois, non pas avec des slogans abstraits, mais avec des amendes concrètes pour ces schémas naturels, ces schémas de troc, alors le Kremlin sera obligé d'offrir encore plus de remises sur ces matières premières, pour assurer le flux de fer depuis la Chine. Pour l'Union européenne et les États-Unis, la conclusion est pratiquement simple. Le troc est une vulnérabilité, pas une force. Si Washington et Bruxelles frappent simultanément sur 3 points, l'assurance maritime de la flotte fantôme, les ports de transbordement dans les pays tiers et les banques régionales chinoises, alors cet échange de troc naturel deviendra trop coûteux. Ainsi, chaque lot de machines, outils, d'électronique ou de voitures venant de Chine pour la Russie vaudra de l'or. Tout retard, c'est un test de délai sur le front. C'est justement le cas où les sanctions ne fonctionnent pas seulement sur le papier, mais comme un véritable instrument, de manière ciblée et sur des éléments précis du schéma. En ce qui concerne le marché et l'énergie, le troc du pétrole et du charbon signale aux traders une hausse de l'imprévisibilité des livraisons. Les polices sont douteuses. Les armateurs incluent une prime de risque, en mer Baltique et en mer Noire. Le fret augmente, les décotes sur l'Oural s'élargissent. Le budget russe enregistre donc déjà un manque à gagner. Pour le gaz, c'est encore plus simple.
Peu de gazoducs vont vers la Chine et la Russie a peu de capacité en gaz naturel liquéfié. Il est donc impossible de compenser les importations de haute technologie par des livraisons en nature. C'est donc plus difficile pour les biens technologiques. Ce n'est pas la même liquidité en quelque sorte, et c'est aussi un point faible de ce schéma. Le résultat est très simple. Moscou n'invente pas une nouvelle économie. En gros, regardez, sans le dollar américain, nous allons simplement faire du troc avec les Chinois. Moscou admet sa défaite dans le commerce normal et passe au troc. Il y a moins de traces et de risques pour le partenaire, mais c'est plus cher, plus long et plus pauvre. Sur le cash et les manœuvres, c'est une chance pour l'Ukraine. La pression ciblée des États-Unis, de l'Union européenne sur l'assurance, les ports et les banques chinoises fait du troc un nœud coulant plutôt qu'une bouée de sauvetage. Pékin va négocier. Il a besoin d'un certain calme tarifaire de la part des Américains, mais en même temps, il veut un accès au marché. Il ne veut pas se retrouver au cœur d'un grand scandale. Donc Washington a des moyens de pression pour éviter que le complexe militaro-industriel russe ne soit alimenté de cette manière. Et pour le spectateur, j'ajouterai à la fin une logique simple. Plus la Russie échange du pétrole, du gaz, des métaux contre des machines-outils, des voitures, de l'électronique, moins elle a d'argent pour les salaires, et plus sa guerre s'affaiblit sur le long terme. Il faut exercer la pression précisément là où ça leur fait mal maintenant. C'est précisément dans cet échange naturel, dans ce système de troc. Et c'est un très bon indicateur que l'économie de la Russie est dans un état très déplorable. Bien qu'on essaye maintenant de la soutenir artificiellement et de lui donner une façade embellie pour faire croire que, en réalité, tout va bien. Mais ici, je vais mettre des points de suspension. Écrivez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt à tous.